Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maïva Ramsaï, chef de projet Content Marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivia Nagaraza, infirmière en bloc opératoire, qui nous parlera de son parcours et de son quotidien. Bonjour Olivia. Bonjour Maïva. Alors, avant de nous parler de votre quotidien d'infirmière en bloc opératoire, ou plus communément appelé IBOD, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours ? Oui, j'ai été diplômée infirmière en 2010. J'ai d'abord exercé dans un lieu de vie pendant 2 ans qui accueillait des personnes polyhandicapées. Et depuis 2012, je travaille dans un centre hospitalier où j'ai fait plusieurs services. J'ai d'abord commencé à exercer en chirurgie orthopédique. Ensuite, j'ai fait la salle de surveillance post-interventionnelle, plus communément appelée salle de réveil. Et depuis 2020, je suis au bloc opératoire. Ça m'a rapidement passionnée. Et je me voyais pas poursuivre l'exercice au bloc opératoire sans obtenir le diplôme IBOD. Donc il y a plusieurs voies d'accès pour obtenir ce diplôme et moi j'ai choisi d'intégrer un centre de formation. Donc j'ai passé le concours, je l'ai obtenu et je suis diplômée IBOD donc depuis le mois de juin 2025. Ah, ok, super, félicitations. Merci. Et donc ça veut dire que vous avez émis le souhait pendant votre exercice ? Oui. Auprès de votre établissement en disant que vous avez envie de vous former. C'est ça, oui. C'est pas mon employeur qui m'a forcé à aller à l'école. C'est une démarche que j'ai entreprise moi-même. En fonction, je pense, de son employeur. Moi, en tout cas, pour ma part, on a des entretiens annuels tous les ans où on émet des souhaits de formation. Alors, ça peut être des diplômes universitaires, ça peut être simplement des journées de formation. Et lorsque j'ai émis l'éventualité de partir à l'école, ils ont eu un avis favorable sur la chose. Et c'est eux qui m'ont financé, du coup, ma formation, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Parce que reprendre ses études quand on est dans la vie active, ça demande beaucoup de temps, d'investissement et de soutien, de logistique aussi, et puis de fonds. Ouais, bien sûr. Donc d'être financé par son employeur, c'est plutôt un confort non négligeable. Nickel. Bon bah au moins là, vous avez votre diplôme et en plus de ça, payé par votre employeur, donc... Très bien. Je la remercie d'ailleurs. Si vous écoutez. Donc, maintenant, vous avez votre diplôme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe votre quotidien ? Quelles sont vos missions, concrètement ? Alors, les missions sont multiples et variées. Je pense qu'il y a autant d'exercices que de lieux de travail. En tout cas, moi, je vais parler de l'organisation que je peux avoir sur mon lieu d'exercice. Les journées, elles débutent par ce qu'on appelle l'ouverture de salle. Donc, on s'assure que tous les équipements nécessaires au bon déroulement des interventions soient présents et fonctionnels. Ça inclut donc l'environnement, le flux d'air, ce qu'on appelle le flux d'air, le mobilier, l'éclairage, les dispositifs médicaux. Donc c'est le matériel restérilisable, la table d'intervention, ce qu'on appelle des implants, donc des dispositifs médicaux implantables en fonction du type de chirurgie qu'on va avoir. Le tout adapté en fonction de la spécialité. C'est-à-dire que moi j'exerce dans un bloc où on nous demande d'être polyvalent. Donc un jour je peux être en orthopédie, le lendemain en chirurgie viscérale et puis le jour d'après en ophtalmologie. Donc on est plutôt flexible et vraiment il faut s'adapter à sa spécialité parce qu'en fonction de la spécialité, forcément le matériel et les besoins sont différents. Une fois que notre salle est opérationnelle, ensuite on peut donc démarrer le programme opératoire si on est sur du programme froid, donc des interventions programmées, et donc accueillir les patients. En tant qu'IBOD, on a plusieurs casquettes qu'on peut tenir à tour de rôle, donc soit toujours la même dans la journée, soit différentes casquettes en fonction du programme sur lequel on est. Donc il y a le rôle de circulante qui consiste à faire le lien entre l'équipe chirurgicale qui est habillée en stérile sur le champ opératoire et l'extérieur, c'est-à-dire qu'on leur donne de façon stérile le matériel. Il y a le rôle d'instrumentiste, donc l'instrumentiste elle est habillée avec l'équipe chirurgicale et son rôle, vulgairement, mais c'est bien plus complexe que ça, c'est de donner les instruments aux chirurgiens. Ça permet surtout à l'équipe, le chirurgien, ça peut être la chirurgienne, aussi. Mais ça permet à l'équipe chirurgicale de rester focus sur son intervention, ouais. De ne pas interrompre leurs gestes et d'anticiper du coup les temps opératoires selon les besoins et de maintenir une vigilance tout le long de l'intervention.
Et pour finir, le troisième rôle que l'on peut tenir, c'est le rôle d'aide opératoire, où on réalise en collaboration avec l'équipe chirurgicale les gestes exclusifs à l'IBOD, qui sont l'exposition, l'aspiration, la réalisation de sutures, fixation de drains. Voilà, on est vraiment l'aide du chirurgien. C'est troisième et quatrième main, si on peut dire. C'est vrai. Donc ces trois rôles, ils nous permettent d'assurer la sécurité et la conformité des soins apportés aux patients qui passent au bloc opératoire. Donc on se contente pas non plus de ce qui se passe pendant l'intervention. Notre rôle, il est également présent donc avant l'intervention, comme j'ai pu le dire, avec l'ouverture de salle, mais aussi après, où on s'occupe de remettre en état la salle et puis d'acheminer par exemple le matériel restérilisable en stérilisation avec un traitement particulier. Si jamais il y a eu des prélèvements pour analyse, on s'occupe d'acheminer ces prélèvements au bon endroit pour qu'ils soient analysés, pour qu'on puisse adapter la prise en charge s'il y en a besoin d'une en post-opératoire. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est paperasse, parce qu'on n'est pas épargné par ça. On est tenu donc du coup de tenir le dossier du patient, de tracer ce qui a été donné, ce qu'on a bien donné, enfin s'assurer que ce qu'on a donné a bien été récupéré. Si on a mis des implants, les renseigner pour pouvoir garder une trace de ce qu'on a mis dans votre corps. Ce qui est important aussi, du coup. Puis voilà, enfin là comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal ce que j'ai décrit. Je me perds un peu dans les explications, mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on réalise au sein. Enfin, ouais, 24 heures, des fois, c'est pas assez. Non, mais pour le coup, c'était très clair et c'est pas de tout repos. Non. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de missions. Et comme vous disiez, donc là, il y a plusieurs spécialités où vous pouvez intervenir. Là où je travaille, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a plusieurs collaborateurs du coup avec lesquels vous interagissez ou ça reste plus ou moins les mêmes selon les services? Non, oui, il y a forcément plusieurs collaborateurs. Déjà les équipes chirurgicales en fonction de la spécialité, mais il y a toutes les personnes qui gravitent justement autour du patient. On collabore avec donc l'anesthésie également. Oui. Parce que sans eux, pas d'opération, quelle que soit l'anesthésie, avec les infirmiers anesthésistes et les médecins anesthésistes réanimateurs. On collabore également avec les aides-soignants, avec des manipulateurs en électroradiologie. Il y a aussi les aides techniques, qui sont en gros des commerciaux qui viennent au bloc opératoire, assister l'équipe chirurgicale pour la mise en place des produits dont ils sont responsables, on va dire. On est aussi en lien avec les services de chirurgie, avec la stérilisation, avec la pharmacie, le brancardage. Enfin bref, c'est vraiment le bloc opératoire, c'est un lieu de soins, mais aussi un lieu de coordination de nombreuses spécialités. C'est vraiment assez vaste. Après, c'est bien que ça qu'il y ait autant de pluridisciplinarité parce que pour le coup vous apprenez aussi les uns des autres, je pense, donc complètement, et on a besoin des uns des autres. Il y a pas de personne qui est plus ou moins importante, bien que forcément à la tête il y a les équipes médicales, mais tout le monde a son rôle à jouer au sein d'un bloc opératoire, ça c'est certain. Tout à l'heure vous m'aviez parlé de chirurgie à froid, il me semble. Oui. Quelle est la différence entre ces chirurgies et les chirurgies qu'on peut appeler en urgence? Ouais. Alors oui, j'ai employé le terme froid, c'est surtout pour parler des chirurgies qu'on dit programmées. Donc celles qui sont prévues, qui sont planifiées, anticipées, que l'on prépare la veille pour le lendemain. Et il y a les chirurgies dites en urgence, donc c'est les interventions qu'on ne programme pas et qui se présentent style une appendicectomie, un abcès à évacuer, une grossesse extra-utérine. Et donc oui, il y a une différence déjà donc dans la préparation et puis aussi dans sa gestion. La chirurgie, c'est pas anodin et chaque geste, aussi petit soit-il, peut présenter des complications, mais c'est vrai que les interventions en urgence, elles exigent une grande capacité d'adaptation, parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber, et une rigueur, parce qu'en fonction du moment de la journée à laquelle elle se produit, on n'est pas forcément alerte, et puis en fonction de l'urgence, on va pas réagir de la même façon. On prend pas en charge une appendicectomie de la même façon qu'on va prendre en charge la grossesse extra-utérine qui est rompue en état de choc. Donc oui, ce sont des situations qui sont différentes et qui mobilisent quand même des compétences et des réflexes assez particuliers. Ok. Non mais écoutez, très clair. Donc
là, vous êtes aussi en contact avec les patients. Ouais. Quel est votre rapport avec eux et comment vous pouvez les accompagner dans leur prise en charge? J'ai aucun rapport avec eux. Non, je plaisante. J'ai peur, je me suis dit, j'ai pas compris. Non. Alors, mon rapport avec les patients, on a un rôle déjà assez spécifique. Même s'il est plus bref que dans d'autres spécialités, on a un contact quand même avec le patient parce que dès qu'il arrive au bloc opératoire, nous on procède à ce qu'on appelle la checklist. Avec l'équipe d'anesthésie, donc qui consiste à s'assurer qu'on opère bien la bonne personne, de la bonne intervention, du bon côté. C'est important. On passe en revue son dossier médical, s'il y a des éléments significatifs à soulever, on le fait à haute voix, et c'est des choses qu'on doit faire. Et c'est assez c'est assez formel, mais ça peut être humain mais ça peut aussi stresser le patient. C'est-à-dire que si on pose des questions, le patient va me dire mais vous ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais vous savez pas ce qu'on fait. Ah oui. Mais si, mais en fait voilà, exactement, il y a une procédure à respecter. Désolé, vous en faites pas. On s'assure simplement qu'on a bien prévu la bonne chose pour vous. Et du coup, moi, j'essaye toujours de rassurer les patients, que ce soit chirurgie programmée ou en urgence, en fait, parce que le passage en chirurgie, il est jamais de tout repos. Je pense que c'est très rare d'arriver au bloc opératoire. Oh oui, bonjour, c'est super, je me fais opérer. Non. Voilà, donc c'est quand même un moment stressant pour eux. Donc j'ai toujours un mot gentil, un regard, une main posée sur l'épaule ou des paroles rassurantes. Et puis voilà, j'essaie de faire au mieux pour qu'ils se relâchent, même si c'est bref. Mais voilà, après parfois un peu d'humour ou juste des silences, on s'adapte en fonction des patients. Okay. Et vous avez une anecdote à nous raconter ou Ouais, du coup une anecdote qui était assez drôle, c'est que au bloc opératoire, du coup le temps de dialogue avec les patients avant l'anesthésie, il est plutôt bref, surtout lorsqu'il s'agit d'une anesthésie générale. Et je me souviens d'un patient qu'on avait accueilli en urgence. Voilà, c'était pas prévu, donc forcément. Et ce patient était descendu au bloc opératoire avec son alliance. On demande toujours aux patients de retirer tout objet métallique avant une intervention pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Et ce patient, en l'occurrence, donc m'explique qu'il n'a pas pu retirer son alliance et nous souhaitait bon courage si on souhaitait essayer, parce que ça faisait plus de 40 ans qu'elle était en place et que pour pouvoir la ressortir, ça allait être très complexe. Et moi, j'ai pris ce défi au pied de la lettre avec de l'humour, bien sûr. Alors, le patient m'a regardé et m'a dit franchement, si vous y arrivez, je vous offrirai une récompense. Alors, ni une ni deux. Je m'y attelle, voilà, fallait pas me lancer. J'y suis allée, j'ai réussi. Le patient était trop content et était franchement émerveillé par ma réussite. Il en faut peu, mais franchement, j'étais trop fière. Ouais, ça fait une belle anecdote. Et ce qui est trop marrant, c'est que quelques jours plus tard, une collègue m'appelle en me disant qu'il y a quelqu'un à l'entrée du bloc opératoire, et c'était un livreur Interflora qui est venu avec un bouquet de fleurs qui m'était adressé avec un mot du patient, merci d'avoir réussi à m'ôter mon alliance. Ça faisait 40 ans. Chose promise, chose due. Voici un bouquet de fleurs pour vous remercier. Puis après, il a mis également un mot pour l'équipe qui était présente ce jour-là, pour le chirurgien, mais quand même, ça m'était adressé. Donc je me dis que même si le contact avec les patients au bloc opératoire est bref, c'est cool de se dire que ça peut rester mémorable quand c'est bien fait. Ah bah oui. Mais puis pour le coup, même dans les moments les plus brefs, on peut marquer les esprits. Donc pour le coup là, c'est une très belle anecdote. Non, c'est très drôle, très drôle, très drôle. Bon alors peut-être que ça va en faire partie. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir infirmière en bloc opératoire? En toute franchise, c'était pas un choix immédiat. C'est mon parcours personnel qui a fait que j'ai atterri au bloc opératoire. Okay. Après, ça fait partie, je pense, de mon tempérament. Quand je m'investis dans quelque chose, j'y vais toujours à fond. Petit à petit, je me suis adaptée, j'ai pris mes marques et une fois que j'ai compris que c'était un environnement qui me convenait, j'y suis allée à fond et c'est la raison pour laquelle j'y suis restée et que j'ai cherché à me spécialiser. Voilà, après j'ai été tentée par d'autres spécialités. C'est pour ça que je dis que c'est par la force des choses que j'ai été amenée au bloc opératoire, parce qu'à la base, c'est bien au bloc opératoire que je voulais exercer, mais depuis ma diplomation en 2010, je criais sur tous les toits que je voulais être infirmière anesthésiste. Ah oui. Donc c'est une autre spécialité du bloc opératoire, mais finalement j'étais bien moi du côté chirurgical et puis j'y suis restée. Bon
Comme quoi, là, le parcours, même s'il a été plus ou moins imposé, finalement, il vous va bien. Bon, en tout cas, je m'épanouis dans ce que je fais. J'adore ce que je fais, et puis je me vois pas faire autre chose, en tout cas à l'heure actuelle. Bon, bah, c'est une transition toute faite pour ma question suivante. Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien? Et puis, en contrepartie, il y a peut-être des difficultés aussi que vous rencontrez dans votre quotidien. Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par ce qui me plaît. On va commencer par le côté positif, parce que c'est mieux. Au quotidien, ce que j'aime beaucoup, c'est que là où j'exerce, on est polyvalent. Alors, il y a des personnes pour qui c'est pas du tout agréable. Moi, par contre, ça me plaît beaucoup parce que je suis pas enfermée dans une spécialité. Alors, être enfermé dans une spécialité, c'est plutôt péjoratif du coup, mais en fait pas du tout. Mais c'est vrai que quand on ne fait qu'une seule spécialité, on est vraiment au point. On connaît tout par cœur, l'anatomie, les temps opératoires, le matériel, tout. C'est vrai que c'est super. Moi, la polyvalence me plaît également parce que la routine, c'est pas trop c'est pas trop ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, peut-être qu'on est un peu moins compétent ou peut-être plus qualifié. C'est-à-dire qu'il y a on va connaître la chirurgie, mais pas aussi bien qu'une personne qui fait ça tous les jours. C'est quand même une spécialité plutôt riche où au quotidien on peut se perfectionner, échanger avec les opérateurs. En tout cas, ceux avec qui je travaille sont plutôt ouverts à toutes les interrogations ou questions que l'on peut avoir sur les cas chirurgicaux qui se présentent. Et puis les difficultés, forcément, on va parler des ressources humaines qui dans la santé sont un réel problème. On manque d'effectifs et le manque d'effectifs nous freine beaucoup sur notre qualité de vie au travail au quotidien, mais je pense que il y a aucune profession qui n'est pas touchée par ce problème, et on pourra en parler des heures. Oui, mais forcément vous empâtissez, oui. Là-dessus il y a pas de débat. Ah oui, malheureusement, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et c'est un problème qui va perdurer malheureusement. Mais j'espère que on fera naître des vocations, on pourra attirer des personnes au bloc opératoire, parce que c'est vraiment un univers vaste et enrichissant. Là, en tout cas, de ce que vous avez dit, ça donne envie. Donc, quand on trouve sa voie et qu'on aime ce qu'on fait, je pense que on ne peut qu'apprécier. Ce qui est mon cas. C'est une bouteille à la mer pour ceux qui nous écoutent. Avec venez en bloc le petit clin d'œil qu'on ne voit pas, mais qu'on ajoutera. Voilà. Bon, alors, peut-être que pour conclure, vous avez des conseils à donner aux futurs étudiants, aux futurs professionnels aussi, pour leur donner envie de venir au bloc opératoire. Oui, j'en ai quelques-uns. Il faut être curieux. Bon, aux personnes qui veulent intégrer le bloc opératoire, la curiosité sera votre meilleur allié. Il faut persévérer, avoir du courage, parce que c'est quand même une ambiance, un lieu, une atmosphère assez particulière qui peut freiner des personnes, et qui peut aussi réveiller des vocations, comme ça a été le cas pour moi. Mais c'est vrai que c'est un monde qui est plutôt difficile à appréhender, mais une fois qu'on l'appréhende, c'est génial. C'est un métier qui est exigeant, qui demande beaucoup, mais qui est passionnant, et il faut pas hésiter à s'appliquer, et aussi à verbaliser quand ça ne va pas. Des fois, une mauvaise expérience peut ouvrir la voie à de plus belles expériences, parce que dans l'humain, rien n'est standardisé. C'est-à-dire que en fonction du niveau de fatigue, en fonction du moment de la journée, parfois nos émotions, on est un peu plus à fleur de peau, je sais pas, et puis on va réagir de façon différente que si on avait été en pleine possession de nos moyens, si c'était en début de journée ou en fin de journée. Enfin bref, je m'égare, mais non, la curiosité, faut pas hésiter, faut y aller et se renseigner le plus possible. Oui, puis de toute manière, comme vous disiez, c'est un métier humain, donc forcément vous n'êtes pas des robots. Non. Toute la journée, vous envoyez des profils, et les difficultés, on les connaît. Donc effectivement, soyez curieux, mais n'hésitez pas à verbaliser si ça ne va pas. Tout à fait. Et le savoir est une arme. C'est vrai. On retiendra ça pour la fin. Merci Olivia d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à vous. Je suis ravie d'avoir permis à nos auditeurs de vous découvrir et d'en apprendre plus sur le métier inspirant d'infirmière en bloc opératoire. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!
Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.